Alors, nous voici sur notre troisième vidéo qui va aborder en fait la thématique de l'enfant au parloir, sur des généralités. Alors, sur la réalité des parloirs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ou de visiter les parloirs. Ce que je trouve frappant quand même, c'est par rapport aux parloirs, c'est les éléments suivants. Première chose, c'est que les parloirs, c'est des lieux où on n'arrête pas d'attendre, hein, c'est-à-dire entre le fait qu'il faut arriver très en avance pour être sûr de ne pas rater son heure de parloir par rapport au transport en commun. Enfin voilà, et puis on sait que si on arrive 5 minutes en retard, c'est fichu. Ensuite, donc on est appelé pour le parloir. Ensuite, il va falloir attendre enfin, voilà, de passer au portique de sécurité, etc., à vérifier. Là encore, il faut attendre. Puis alors, il faut attendre debout. Hein, c'est pas comme si c'était une salle d'attente dans un aéroport de luxe. Hein. Ensuite, donc on a son parloir et puis après, il faut à nouveau attendre pour pouvoir ressortir, vérifier que tous les détenus sont rentrés dans leurs cellules. Et donc, c'est des tas et des tas de moments d'attente pour finalement un temps de parloir qui proportionnellement fait peut-être la moitié du temps que ça a pris. Et puis, quand les gens viennent au parloir sur un après-midi, ben, ça leur prend l'après-midi, hein, même si en plus on compte les trajets. Donc, on va beaucoup attendre et ça, ben, les enfants, ce n'est pas forcément leur première qualité de savoir attendre. Surtout dans des environnements où les gens évidemment sont stressés, puisque les gens sont stressés bien évidemment avant d'aller au parloir. Je me souviens quand j'étais allée visiter, j'étais allée passer une après-midi à Fresnes à l'accueil des familles et il y avait un monsieur qui était tellement stressé que 3 fois il avait bloqué son casier avec sa pièce là. Il était dans une agitation. Voilà, voilà. Donc les enfants, ils absorbent hein, tout ça et voilà. L'architecture est anxiogène hein, quand même parce que même les gens qui y vont pour visiter ou voir, c'est pas très agréable l'enfermement. Donc des grilles, des portes, les bruits aussi, hein, de passer des sas, de se rendre compte qu'on est enfermé, qu'on ne peut pas ressortir comme on veut. Et puis, troisièmement, le non-respect des besoins physiologiques, parce que là aussi, ça a l'air, enfin, ça passe assez sous le radar, mais comme je l'ai déjà dit avant, quand j'ai parlé des besoins physiologiques, bah oui, une fois que les enfants sont dans le parloir, il n'y a pas forcément d'accès à des toilettes. Si on a soif, si on a faim, alors ça encore, on peut sursoir un petit peu, hein, mais plus l'enfant est jeune, plus c'est compliqué. Et donc, et puis alors le fait de pouvoir bouger ou pas bouger, ça aussi c'est compliqué. Et il y a des moments, voilà, les enfants auraient besoin de bouger. Donc vraiment, les parloirs. Alors, et je vais rajouter aussi quelque chose qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est aussi dans la réalité des parloirs, par exemple, il y a l'état de propreté aussi, ou j'allais dire d'impropreté plutôt, puisqu'il y a des endroits où vraiment, quand on est avec des enfants petits, il n'est pas question, par exemple, de les poser au sol, quoi, parce que c'est vraiment trop sale. Je ne parle pas des endroits aussi où vous avez des parloirs qui sont collectifs et où c'est compliqué d'être là avec ses enfants quand les voisins d'à côté ont des relations sexuelles plus ou moins discrètement. Hein. Donc c'est pas tellement évident. C'est sûr que là, du coup, par exemple, les UVF sont quand même beaucoup plus agréables. Donc il y a quand même des gens qui trouvent que les parloirs ne sont pas des endroits pour leurs enfants. Donc il peut y avoir des détenus qui pensent qu'il ne faut pas que les enfants aillent au parloir. Et j'allais dire, c'est une explication et un raisonnement qui se tient, qui prouve d'ailleurs que le détenu est capable de penser aux besoins de ses enfants, ou bien la mère hein, qui pense qu'elle ne veut pas imposer ça à ses enfants. Voilà, sur l'enfant et le parloir. Donc alors, deuxième chose, hein, le parloir, ça s'appelle le parloir, et c'est pas par hasard parce que le parloir, c'est un endroit où on parle. Donc, le parloir est un endroit où on parle. Encore faut-il être à l'aise avec la parole. Et donc, plus l'enfant est jeune, plus ça peut être compliqué. Et principalement, en fait, le parloir, ça va être une expérience relationnelle, puisqu'on ne va rien faire de spécifique. On ne partage pas une activité. Je veux dire, on ne fait pas à manger ensemble, on n'est pas au travail. Enfin, voilà. Donc, il faut être capable de parler avec rien pour supporter la parole. Donc, ça aussi, ça va être compliqué pour l'enfant, parce que l'enfant, ce n'est pas un génie voilà, de la discussion. Hein. C'est la même chose quand ils sont au téléphone. En général, la conversation s'arrête assez vite, si l'adulte, en tout cas, n'est pas capable de relancer les choses. Donc, la qualité de la relation au parloir, ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. Il y a de nombreux facteurs et je ne peux pas les prendre tous en compte parce que vraiment, il y en a beaucoup. Mais par exemple, il est évident qu'un parloir et l'enfant va être plus à même d'échanger, en tout cas, et d'être dans cette expérience relationnelle avec son parent,
s'il avait déjà une bonne relation avec son parent avant l'incarcération, c'est-à-dire que si le parent est complètement raccord avec les besoins de son enfant et est capable de jouer avec un petit à cheval gendarme ou je sais pas quoi, et puis avec un plus grand, de discuter qu'est-ce que tu as fait avec l'école et ton copain machin, et voilà. Parce que sinon, l'enfant, ça va être compliqué pour lui de discuter. Hein. Donc l'âge de l'enfant compte aussi, évidemment, parce que plus l'enfant est âgé, plus il est capable évidemment de maintenir une discussion. Et donc la capacité du parent à entrer en relation réelle avec son enfant et de ne pas être complètement décalé par rapport à ce dont l'enfant a besoin. Donc, c'est un lieu qui n'est pas toujours adapté, évidemment, aux enfants. Alors, il y a des endroits où il y a des parloirs famille hein, avec des lieux qui sont plus grands hein, quand même. Puis, il y a des endroits où c'est pas, voilà, c'est pas du tout l'idéal. Donc, souvent, pas la satisfaction des besoins physiologiques. Et puis, alors, par rapport au parloir, il y a aussi par rapport au rythme de l'enfant. Parce que le rythme de l'enfant n'est pas forcément celui du parloir. C'est pour ça que je vous avais parlé des besoins physiologiques. Mais par rapport au sommeil, au repas, le jeu, les rythmes de retrouvailles et de séparation aussi, parce qu'un enfant plus jeune, par exemple, il aurait peut-être besoin de voir des fois son parent plus souvent. Enfin voilà, donc savoir si on a réussi à obtenir un parloir ou pas. Enfin, donc tous ces éléments-là, ils ont un impact sur l'enfant et sur le parloir. Ensuite, et là, j'amène pas de réponse, mais j'amène plutôt des questions. La question du parloir et de l'enfant est de savoir pour qui et pourquoi on fait ce parloir. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant il va au parloir? Est-ce qu'il va au parloir pour lui? Est-ce que parce qu'on sait qu'il a besoin, parce que ça va être un moment qui lui est consacré à lui? Est-ce qu'il va au parloir pour son père? Alors, quand je dis pour son père, c'est par rapport à est-ce que c'est son père qui demande à le voir parce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un qui vient le voir? Est-ce qu'il va au parloir pour sa mère parce que la mère a besoin que l'enfant vienne pour montrer pour soutenir le mari en fait. Voilà, donc c'est toujours cette question-là qui est importante aussi, c'est pour qui l'enfant va-t-il au parloir? Donc la place de l'enfant dans la place de l'enfant aussi lors de la rencontre. Est-ce que donc ce parloir, est-ce qu'il a sa place ou est-ce que c'est un parloir pour toute la famille? Est-ce que c'est un parloir où la mère, elle va juste, elle est obligée d'emmener toute la fratrie, par exemple, ou l'enfant, mais en fait, elle veut discuter de choses qui concernent le couple, qui concernent la famille, qui ne concernent pas l'enfant. Alors, n'importe qui a des enfants sait très bien que si on essaie d'avoir une discussion sérieuse avec son conjoint à un moment, ce n'est pas toujours l'idéal parce que, en fait, dès que les enfants ils entendent que vous êtes en train de parler de quelque chose qui ne les concerne pas, ils commencent à vous grimper dessus. Dans un parloir, ça peut être la même chose. Donc, toutes ces questions-là ont de l'importance parce qu'il y a des familles aussi qui sont en capacité, hein, des femmes en tout cas, qui sont en capacité de dire, voilà, une fois par semaine, je viens au parloir sans les enfants, comme ça je suis face à mon conjoint et on discute de ce dont on a à discuter sans la présence des enfants. Donc là, on est comme un couple conjugal quelque part, et puis il y a des moments où je viens avec les enfants, et là, du coup, c'est consacré aux enfants. Donc évidemment que là, ça change la donne. Et puis il y a des familles où on ne fait pas ça, où on n'est pas en capacité de peut-être de penser ça, et il y a des familles aussi où on vient principalement soutenir le détenu, donc les besoins des enfants ne rentrent pas en ligne de compte, on est là pour soutenir le détenu, point. Donc, il faut toujours se souvenir que les parloirs, c'est des environnements très stressants pour les adultes, c'est difficile. On le voit bien dans les accueils de famille, hein, il y a des gens qui sont très dans leur bulle, hein, dans leur tunnel avant de rentrer, donc on ne leur parle pas, etc. Les gens sont dans l'agitation, certaines fois, et ce que moi j'ai pu remarquer les fois où je suis allée comme ça à des accueils de famille, notamment, c'est la consommation dans les endroits où ils en vendent, la consommation de produits sucrés, de bonbons, de barres chocolatées et de choses comme ça, notamment quand les gens reviennent du parloir. Hein. Voilà, parce que c'est compliqué, parce que le parloir, il y a toujours beaucoup d'attentes et le résultat n'est pas forcément à la hauteur. Donc, ce serait intéressant que l'enfant soit préparé à la venue au parloir pour qu'il ait des repères, pour qu'il comprenne ce qui va se passer. Et ce n'est pas toujours le cas. Il faut dire aussi que par rapport aux surveillants, il y a des endroits où les surveillants sont tout à fait sympathiques avec les enfants. Hein. Il y a des endroits où ça l'est moins, j'allais dire, ça dépend sans doute un peu. Voilà. Mais ça aussi, ça a une importance pour l'enfant, hein, l'attitude des adultes autour de lui. Voilà. Alors évidemment aussi qu'avec les parloirs, il y aura beaucoup d'émotions à gérer.
Et déjà, c'est difficile pour les enfants, les adultes, comme je l'ai dit depuis le début, mais pour les enfants, bah, c'est encore plus difficile parce qu'eux, ils ont moins de contrôle sur leurs émotions, évidemment. Donc, les émotions qu'il va y avoir avant, pendant et après, évidemment, ça dépend des enfants, ça dépend des situations, hein, bien sûr, mais toujours c'est ambivalent, mais comme les adultes, c'est à la fois les gens qui sont contents, pas contents, ils sont tristes, ils ont peur et en même temps ils peuvent être contents, voilà. Donc avant le parloir, donc des choses qui peuvent se passer à l'accueil, il y a des enfants qui peuvent avoir peur de la façon dont ça va se passer, il y a des enfants qui peuvent exprimer une joie d'aller voir leur père, etc. Il y en a d'autres qui pourraient peut-être exprimer une colère en disant qu'ils veulent pas y aller, il y en a d'autres qui peuvent être tristes et puis ça se cache sous la colère. Pendant le parloir, bah, c'est la même chose, hein. Il y a des enfants qui pourraient faire la tête voilà, en se mettant en retrait, ils sont en colère. Il y en a d'autres qui peuvent être joyeux, mais ça peut être une joie factice et puis une joie pour faire plaisir au père. Il y en a certains sans doute qui peuvent être dans la peur, d'autres qui peuvent être dans la tristesse aussi parce qu'ils voient l'état de leur père. Et puis après, bah, pareil, tristesse, colère, peur et de la joie. Il y en a sans doute qui sont contents de sortir. Il y en a qui sont très tristes. J'ai eu des retours une fois sur un enfant qui avait 3 ans qui était allé voir son père et qui hurlait en sortant parce qu'il ne voulait pas partir, quoi. Ben, évidemment, parce que quand on a 3 ans et qu'on est séparé une deuxième fois, on revit peut-être aussi une violence d'une arrestation et c'est pas un caprice, hein, c'est qu'il est juste dévasté cet enfant. Et il a 3 ans et il a besoin qu'on entende en fait que bah oui, tu es très triste parce que tu as quitté ton père, hein, et que ton père il est resté là-bas. Parce que c'est ça aussi que l'enfant comprend pas toujours, c'est que le père il va rester là-bas. Donc après, ça peut être de la colère, hein, sur des enfants plus grands, bah ouais, il dit toujours ça, mais là, il fait ci, il fait ça. De la peur, ça peut être peur qu'il lui arrive quelque chose, il était trop triste, ça va pas, ça peut être la peur qu'il va bientôt sortir, enfin voilà, tout est possible, hein. Et là, la question, c'est comment les enfants sont-ils accompagnés dans leur vécu émotionnel avec des mères qui elles-mêmes sont très, très, très occupées à gérer leurs propres difficultés, leurs propres émotions. Voilà. Donc, c'est pas plus facile que les adultes. Et donc, la difficulté, en fait, pour les enfants, c'est, comme je dis depuis le début, c'est qu'on considère surtout la famille dans sa globalité, c'est-à-dire en vrai, la mère, etc., ou les grands-parents. Mais l'enfant lui-même, eh ben, il suit. Voilà. Il suit et en réalité, son vécu, euh, en fait, il vit, lui, les choses en vrai et il aurait certainement besoin d'être accompagné ou en tout cas d'être entendu. Voilà sur ce que j'avais à vous dire sur l'enfant et le parloir. Donc là encore, ben, je vous invite à remplir les petites questions par rapport par rapport à cet apport et puis nous en discuterons cet après-midi.